Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invitée ce midi, c'est Sonia Backès, présidente de la province Sud et membre du groupe Le Prédour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, en tant que membre du groupe Le Prédour, justement, vous êtes bien sûr invité par le Premier ministre pour cette réunion qui se tient du 25 mai au 3 juin à Paris. Vous partez demain. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Parce qu'on a un peu de mal à en cerner les contours, le déroulé, l'ordre du jour. Alors d'abord, c'est absolument indispensable que les Calédoniens se refassent entendre à Paris. C'est vrai qu'on a eu une parenthèse Covid très longue. Les Français de métropole ont eu à vivre une période très compliquée et ils ont un peu oublié la Calédonie. Donc l'idée, c'est quand même que la Calédonie se rappelle au bon souvenir des responsables politiques métropolitains. Donc je pense qu'à ce titre-là, déjà, c'est utile. Et puis ensuite, on attend évidemment plein de choses. D'abord, la fixation de la date du référendum. Et puis ensuite, d'aller au bout de ce travail sur les conséquences du oui et les conséquences du non. Parce que, je le rappelle, lors des 2 premiers référendums, les indépendantistes ont affirmé des choses, ont affirmé que la France continuerait à payer, continuerait à faire ceci ou cela. Là, on a très clairement, de manière factuelle, ce que la France fera ou ne fera plus une fois qu'il y aurait une indépendance. On va revenir sur tout ça, mais pour rester sur cette réunion, il y aura des entretiens. C'est à l'invitation du Premier ministre. Il y aura évidemment des entretiens avec le ministre des Outre-mer. On parle du président de la République, du ministre de la Défense. Vous avez plus de détails sur ce qui va se passer et comment ça va se passer? Oui, on a maintenant un programme assez précis avec une partie évidemment un peu protocolaire avec le Premier ministre au départ. Toute une partie qui dure trois journées pleines sur le travail dans les différents ministères sur les conséquences du oui et les conséquences du non, avec, sans dévoiler le contenu du document, énormément de questions qui sont posées notamment aux indépendantistes sur la manière dont ils peuvent répondre aux problématiques qui se poseraient à la Calédonie en cas d'indépendance. Donc il y a 3 jours pleins de discussions là-dessus. Et puis après, il y a toute une séquence un peu plus ouverte avec la possibilité de discuter. J'ai entendu Lucet dire qu'il ne voulait pas négocier mais discuter. Donc on va parler de discussion pour l'instant. Mais tout un espace qui est ouvert pour discuter et qui se finira avec le président de la République. Alors pour reprendre la terminologie, c'est un format Le Prédour élargi, puisque Le Prédour, vous n'êtes que 10. Ça vous convient ou est-ce qu'il aurait mieux valu passer tout de suite à un comité des signataires, puisqu'on sait que ça va être inéluctable, le comité des signataires? Alors, en fait, il y a des séquences en format Le Prédour et des séquences en format élargi. Les choses sont maintenant assez calées. On avait demandé à ce que ça puisse être un comité des signataires, puisque en général, la date du référendum est fixée par le comité des signataires. Donc, il faudra sans doute la formaliser par un comité des signataires. Mais en tout cas, excusez-moi, mais peu importe le format. Ce qui est important, c'est quoi? Ce qui est important, c'est que nous, loyalistes, on réaffirme notre volonté de ne jamais abandonner, d'être français. Je pense que c'est quelque chose que malheureusement certains acteurs, certains responsables politiques français ont tendance à oublier en se disant finalement on entend beaucoup les indépendantistes, les loyalistes on les entend moins. Si on acceptait une indépendance molle, finalement peut-être que les loyalistes se laisseraient faire. Et non, on se laissera pas faire. On se battra jusqu'au bout pour rester français. Je pense que c'est important qu'ils l'entendent. C'est important aussi qu'ils entendent que maintenant que les indépendantistes ont demandé ce 3e référendum, qu'ils veulent aller au bout de l'accord de Nouméa, il faut régler le problème. On ne va pas attendre encore et encore parce qu'ils ne sont pas prêts. C'est pas comme si on n'avait pas déjà fait 2 référendums. Ils n'ont pas besoin de se préparer encore des mois et des mois. Et on en a déjà fait 2. Ils ont demandé un 3e. Allons-y. Et donc, on affirmera notre volonté d'aller au 3e référendum. Et puis, au-delà de ça, on va à Paris avec un projet. On va à Paris avec le projet des loyalistes. Et on va mettre sur la table ce que doit être pour nous la Nouvelle-Calédonie du lendemain de l'accord de Nouméa. C'était utile d'y aller aussi nombreux, d'avoir des délégations aussi importantes. Il n'y a pas que vous, mais on s'aperçoit que globalement, il va y avoir 30 ou 40 personnes qui font le déplacement. C'est indispensable aujourd'hui? Alors, je ne sais pas s'il y en a autant. Nous, on est 7 au niveau de la délégation loyaliste. Je crois qu'il y a quand même... Il y a quand même besoin, il y a des choses extrêmement riches, notamment dans le document sur les conséquences du oui et des conséquences du non. Il y a des questions économiques, il y a des questions monétaires, il y a des questions de droit international, il y a des questions de citoyenneté, de nationalité. Tout ça demande quand même d'avoir une écoute et un travail attentif des uns et des autres. Je ne crois pas qu'être 7, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel pour un travail pareil. D'autant plus que, encore une fois, on va à Paris pour faire les séquences officielles qui sont prévues dans le programme, mais on y va aussi pour rencontrer
tous les responsables politiques de tous les partis politiques nationaux qui vont rentrer dans le cadre d'une campagne présidentielle pour les sensibiliser sur le dossier calédonien. On veut que du Rassemblement national au Parti socialiste, tout le monde sache exactement ce qui se passe en Calédonie, qu'il sache qu'il y a 40 000 exclus du corps électoral, parce qu'on entend des choses. Je regardais le sondage qui a été fait récemment en métropole, où finalement les gens ne savent pas, ils ont l'impression qu'on est encore dans une situation coloniale, ils ne savent pas qu'énormément de choses ont été faites et qu'on a aujourd'hui un corps électoral qui est extrêmement favorable aux indépendantistes. Il y a déjà des rendez-vous avec des responsables du Sénat, de l'Assemblée nationale, enfin ça va être au-delà de la séquence proprement dite autour du Premier ministre et du ministre des Outre-mer, il y a également des tas d'entretiens qui sont prévus. Oui, les loyalistes ont fait le choix, encore une fois, d'aller voir toutes les tendances politiques. Je pense que c'est important au stade où on en est, avec une campagne présidentielle qui va s'ouvrir, que l'ensemble des responsables politiques nationaux soient au courant de ce qui se passe et qu'ils n'entendent pas qu'une seule voix, parce que souvent les socialistes n'entendent que la voix des indépendantistes ou celle d'Alain Krisnart, qui fait un énorme travail à Paris avec la partie gauche de l'échiquier. C'est important que tout le monde sache exactement ce qui se passe en Calédonie et pas qu'ils entendent qu'un seul son de cloche, parce que on l'a dit, et on est très clair avec l'État là-dessus. Si le référendum était mis après la campagne présidentielle, ça veut dire qu'il y aura chevauchement entre la campagne présidentielle et la campagne référendaire, et que les partis politiques nationaux seront appelés à se positionner sur le dossier calédonien, avec tous les risques que ça comporte. Alors à l'inverse, l'UNI le disait hier, l'UNI qui milite évidemment pour que le référendum ait lieu le plus tard possible, aujourd'hui, fin 2022, dit que ce sera mieux de passer l'étape de la présidentielle, comme ça on aura des interlocuteurs légitimes qui auront été légitimés par l'élection présidentielle et l'élection législative. C'est pas un argument qu'on peut entendre aussi ? J'avoue que j'ai du mal avec la cohérence de ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils veulent pas parler avant le référendum, mais ils disent qu'il faut pas faire le référendum parce qu'on veut des gens pour discuter. Donc, nous, on considère qu'il faut faire le référendum avant, attendre d'avoir des interlocuteurs qui seront les nouveaux interlocuteurs de l'État après le mois de mai 2022, et à ce moment-là, effectivement, construire ce que sera le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie. Mais pour le référendum, on n'a pas besoin de changer d'acteur. Le référendum, on en a déjà fait 2. On sait faire, on sait ce que c'est que le corps électoral, on sait comment il s'organise, on sait tout ça. On n'a pas besoin d'attendre. Et puis, encore une fois, pourquoi les indépendantistes veulent attendre ? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas prêts. Mais ils ne sont ni prêts sur la campagne référendaire parce qu'ils sont incapables de se mettre d'accord sur le gouvernement, parce qu'ils ont, sur l'usine du Sud, fait des choix qui ne sont pas forcément dans leur intérêt, parce que tout simplement, ils ne sont pas prêts. Mais ils ne sont pas prêts pour le référendum, ils ne sont pas plus prêts à l'indépendance. Dès qu'on creuse un peu, et c'est ce qui va être fait avec ce document sur les conséquences du oui et du non, on voit bien qu'ils ne sont pas prêts. Et donc, ils ont hurlé indépendance, 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 et puis finalement, quand on rentre maintenant dans le dur, ils ne sont pas prêts. Donc, ils veulent gagner du temps, de la même manière qu'ils veulent une période transitoire en cas d'indépendance la plus longue possible, tout simplement parce qu'ils ne sont pas prêts. Donc, mais dans ce cas-là, s'ils ne sont pas prêts, ils ne demandent pas de 3e référendum. Il faut qu'ils soient cohérents. Ils ont demandé un 3e référendum. Ils ont dit l'accord de Nouméa, tout l'accord de Nouméa, rien que l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, ils ont demandé un 3e référendum. Ce 3e référendum, il peut avoir lieu entre 6 mois et 2 ans après le 2e référendum. Qu'il ait lieu, qu'on se détermine pour savoir si les Calédoniens veulent rester dans la France ou pas, une 3e fois. Et puis ensuite, au mois de mai et juin 2022, on aura des interlocuteurs au niveau national qui nous aideront à construire le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie. Mais encore une fois, à la veille de ce rendez-vous, l'UC a dit qu'elle ne transigerait pas sur la date du référendum, en demandant elle aussi fin 2022. L'UNI a déclaré hier qu'elle affirmait avec force qu'il fallait attendre 2022. Alors, les loyalistes, on sait, il y a eu un certain nombre de vœux à la province sud, dans plusieurs communes de Nouvelle-Calédonie. Mais est-ce que vous êtes, on vous entend, mais est-ce que vous êtes aussi déterminé et exigeant que les indépendantistes peuvent l'être quand vous serez à Paris pour demander cette date ? Oui, on sera déterminé, on sera exigeant. Et si on a fait passer un vœu à la province sud, je rappelle que ce vœu a été voté. Donc d'abord, la province sud représente plus de 3/4 de la population calédonienne. Donc quand même, j'espère qu'à Paris, ils vont entendre cette volonté de plus de 3/4 de la population calédonienne. Ce vœu, il a été voté par un certain nombre de communes également. Donc on voit bien qu'il y a quand même un impact fort du fait de ne pas avoir, d'être en permanence en incertide avec cette attente de référendum. Donc on a voulu que les institutions se positionnent, ça a été le cas. Et encore une fois, il n'y a aucune raison légitime à ne pas faire ce référendum en 2021. Si l'État décide de faire ce référendum en 2022, c'est qu'ils ont fait le choix des indépendantistes, très clairement, et c'est en plus qu'ils manquent de courage parce que c'est finalement dire on renvoie au prochain la problématique calédonienne. Je ne peux pas croire que l'État aujourd'hui décide de faire un choix qui favorise
l'indépendance. Mais franchement, l'État, il y a intérêt lui aussi. C'est-à-dire, pas favoriser l'indépendance, mais à dire on ne va pas polluer cette période qui s'ouvre, qui est une période importante pour la classe politique métropolitaine, entre les régionales et ensuite l'élection présidentielle dont la campagne va commencer assez vite. Ils n'ont pas intérêt à mettre au milieu un référendum en Nouvelle-Calédonie. Donc est-ce que leur choix n'est pas déjà fait? Non, mais je vous confirme qu'ils n'ont pas intérêt à avoir une campagne référendaire au milieu de la campagne présidentielle. Ça, je vous le confirme parce que je vous assure que si l'État décide de faire le choix de décaler le référendum à fin 2022, ça veut dire de faire le choix d'avoir ce chevauchement, je peux vous assurer qu'il y aura des interférences entre la campagne présidentielle et la campagne référendaire, c'est certain. Par contre, si on a fait le troisième référendum fin 2021, eh bien, les Calédoniens se seront positionnés. C'est pas pour ça que la problématique est réglée, mais ça renvoie tout simplement au suivant, la construction de ce que sera le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie, et pas le choix des Calédoniens. Le choix des Calédoniens, finissons-en. Ça fait maintenant 23 ans qu'on a commencé l'accord de Nouméa, qui était censé durer 20 ans. Ça suffit, là. Ça suffit, la situation économique, il y a plus de 1000 emplois qui ont été supprimés en 2020, il y a des gens qui partent, il y a 3000 personnes qui partent par an, ça suffit là, sortons-en. Sortons-en, permettons à la Calédonie enfin de se projeter. Vous pensez que ça va être, on le sent bien, l'un des points essentiels de cette séquence politique. Vous pensez qu'on peut arriver à un consensus, ou en tout cas que vous allez sortir de cette période avec une date qui sera vraiment fixée là? Ah ben on n'a pas trop le choix. Le consensus, ça a l'air possible. Le consensus paraît compliqué. Mais encore une fois, les indépendantistes, l'UNI a refusé l'obstacle en décidant de ne pas venir. C'est vrai que je comprends leur position. Ils ont quoi comme argument pour justifier de faire le référendum le plus tard possible? C'est eux qui l'ont demandé. Le lendemain de la date où ils pouvaient déposer, ils ont demandé. Donc ils n'ont pas attendu, c'est pas comme s'ils hésitaient. Non, ils ont demandé tout de suite. Sauf que là, ils sont ennuyés parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord au gouvernement. Donc ils essayent de gagner du temps. Donc eux, ils refusent l'obstacle. Et l'UC dit, nous, on ne veut pas négocier, on ne veut rien négocier. S'il n'y a rien à négocier, si on n'est pas en train de chercher le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie avant le deuxième référendum, on attend pourquoi? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique ça. Ils veulent attendre pourquoi, si ce n'est parce qu'ils sont mal, c'est tout. Ils sont mal aujourd'hui. Alors, l'autre grand thème, à part la fixation de la date, ce sera donc le document sur les conséquences du oui et du non. On l'attendait depuis longtemps. C'est un document de 44 pages, je crois, à peu près, qui est resté secret pour l'instant, enfin discret en tout cas. Les 10 membres du groupe Le Prédour en sont destinataires seulement, et j'imagine un certain nombre de conseillers qui ont commencé à travailler dessus, sans en dévoiler le contenu, bien sûr. Quelle analyse est-ce que vous en faites? Est-ce que ça correspond quand même à ce que vous attendiez ou pas du tout? Alors ce document est extrêmement riche, il y a un gros travail qui a été mené. Alors je l'ai dit à plusieurs reprises, je regrette que ce travail n'ait pas été mené avant le premier référendum, parce qu'on était dans le vide. On affirmait des choses, les indépendantistes affirmaient le contraire, et on n'avait pas de factuel. Là, on a du factuel. En cas d'indépendance, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Donc c'est clair qu'il y a de la matière. Nous, on a fait un groupe de travail avec des spécialistes sur les questions économiques, des spécialistes sur les questions juridiques, sur les questions institutionnelles. Donc on a fait un énorme travail sur ce sujet-là. Je pense que ça alimentera de toute façon la prochaine campagne électorale. Et ça va être un objet de discussion pendant ces 10 jours, c'est-à-dire que vous pensez que c'est autour de ça que vont s'organiser les réunions de travail, quand chacun va répondre, puisque à chaque fois l'État vous propose un certain nombre de questions, de discussions. Vous avez préparé vos réponses et ça va s'organiser de cette manière-là, avec des réponses des uns et des autres. Vous pensez que l'UC, puisque l'UNI ne sera pas là, l'UC va avoir préparé ses réponses également? Alors, je crois savoir qu'effectivement l'UC a préparé ses réponses, mais ce que je veux dire aux Calédoniens, parce que je sens qu'il y a évidemment, comme tout ce qui est secret, et c'est particulièrement insupportable en tant que citoyen de se dire qu'on cache des choses. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de triturage ou de manipulation de ce document. Ce document, il comporte, en gros, sur chacune des thématiques, 2 parties. Une partie factuelle sur voilà ce qui se passe. Alors la partie du oui est beaucoup plus développée, parce qu'évidemment, si on dit non à l'indépendance, les changements sont moins importants. Donc, en gros, voilà ce qui se passe en cas d'indépendance. Et puis ensuite, il y a sur chacune des parties un certain nombre de questions. Donc, ce document, je veux encore une fois rassurer les Calédoniens, il n'a pas vocation à changer sur la partie factuelle. La partie factuelle, elle est factuelle. C'est des articles de loi, c'est des conséquences économiques, c'est des montants qui sont versés sur les différents secteurs par la France. Et les questions, c'est comment les indépendantistes vont faire pour compenser, comment ils envisagent de faire pour compenser le départ de la France sur un certain nombre de sujets. Donc, évidemment, ça va être le cœur de nos discussions. J'espère, moi, que ça nous permettra d'aller au-delà de la question simple des conséquences du oui et des conséquences du non, mais qu'on pourra aller sur
qu'est-ce qu'on veut tous pour la Nouvelle-Calédonie de demain. Parce que malgré tout, au-delà de la question de l'indépendance et de pas l'indépendance, et on l'a vu encore une fois sur le sujet de l'usine du Sud, on partage quand même le même amour de la Nouvelle-Calédonie, la même volonté de continuer à tous vivre sur cette terre, et on a quand même vocation à trouver un avenir et à proposer un avenir aux gens qui nous élisent. Donc, ce que j'espère simplement, c'est que ce document sur les conséquences du oui et les conséquences du non, ce soit une porte ouverte vers d'autres discussions. Et c'est un document qui un jour sera, enfin, qui a vocation un jour à être rendu public, évidemment, notamment pour la campagne du troisième référendum. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, chaque parti politique utilisera ces éléments, encore une fois, factuels, sur des questions qu'on a abordées dans les deux campagnes, des questions de nationalité, des questions d'appartenance à l'Union européenne, des questions de financement, des questions de comment fonctionnerait la propriété privée, enfin tout un tas de choses qu'on a abordées pendant les campagnes référendaires précédentes et sur lesquelles là on va avoir du factuel. Alors l'Union calédonienne déclare qu'elle vient à cette réunion avec son projet. Et en gros, elle veut parler que de ça, son projet d'indépendance, avec la Constitution de 1987 améliorée, amendée, etc. Et vous, est-ce que les loyalistes vont venir avec un projet à discuter à Paris? Oui, les 6 partis loyalistes, les 6 partis que constituent les loyalistes, en fait, ont tous validé un projet qui sera celui que nous porterons également à Paris. Ce projet, il prévoit un certain nombre de choses sur le corps électoral, sur l'organisation institutionnelle, sur l'identité, sur la manière de vivre ensemble. Et aujourd'hui, donc, les loyalistes ont un projet commun à présenter à Paris. Alors, début mai, le sénateur Pierre Frogier a fait une proposition de solution politique et institutionnelle devant le Sénat. Il a souhaité d'ailleurs que chacun s'en empare et que ça puisse être une base de discussion. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Alors, je me suis exprimée déjà à plusieurs reprises. Je partage complètement la vision de Pierre Frogier sur la nécessité de prééminence des provinces. Je rappelle que en 88, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou ont construit les accords de Matignon sur le partage du pouvoir et sur la prééminence des provinces. Et on voit bien aujourd'hui qu'on est arrivé au bout de notre système actuel. Le gouvernement, on en a eu 17 en 22 ans. Aujourd'hui, ça va faire 4 mois maintenant qu'on n'a pas de gouvernement. Visiblement, ils parlent de fin juin, les indépendantistes. Donc, on sera à 5 mois sans gouvernement. Alors, ça ne traumatise pas plus que ça les Calédoniens. Ça bouleverse pas leur quotidien. On voit bien d'ailleurs qu'on est arrivé au bout du système. Et donc, on voit bien par contre que les provinces, quelles qu'elles soient, elles continuent à fonctionner, quelles que soient les crises institutionnelles, politiques qui existent. Et donc, l'idée de mettre les provinces au cœur de l'organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, c'est ce qui nous paraît être la seule possibilité pour l'avenir de continuer à tous vivre sur cette terre et à accepter nos différences. Je crois que, malheureusement, certains ont fait l'erreur, pas par mauvaise volonté, mais peut-être par illusion, de se dire, finalement, on va, en 20 ans ou en 30 ans, on va gommer nos erreurs, on va gommer nos différences, et puis on va tous vivre pareil. Non, ni au bout de 10 ans des accords de Matignon, ni au bout de 30 ans, à la fin des accords de Nouméa, on a gommé nos différences, peut-être même au contraire. Et donc l'idée, c'est de dire, comment on va construire un statut qui fasse qu'on accepte nos différences. Oui, on est différents. Oui, on vit pas pareil, puis on n'a pas forcément la volonté de vivre pareil. Mais par contre, on a tous la volonté de vivre sur cette terre. J'allais vous demander, est-ce que c'est un constat un peu triste de se dire, non, on ne peut pas vivre ensemble complètement? Ou est-ce que c'est du réalisme? Non, puis en plus, c'est même pas... je considère que c'est pas du tout un constat d'échec. Au contraire, c'est simplement du pragmatisme de dire, en fait, on sait faire des choses très bien, et puis on sait même s'accepter et accepter l'autre. Mais simplement, on veut pas se fondre dans l'autre, quoi. C'est simplement ça. Et je pense pas que ce soit un constat d'échec. Au contraire, c'est une richesse et ça existe ailleurs. Si on regarde, par exemple, à La Réunion, c'est un patchwork d'identités très différentes. La Calédonie, c'est ça aussi. Et en Calédonie, on est tous très fiers d'appartenir à telle ou telle communauté. Et puis, quand on sort de Calédonie, on est tous très fiers d'être calédoniens. Et je pense que, tout simplement, il faut accepter ça. On aime tous la Calédonie. On est tous fiers d'être calédoniens. Mais on a tous aussi des identités, des modes de vie différents. Et je pense tout simplement que c'est vraiment un constat
très positif et une assise très positive pour notre projet que de dire, bah oui, maintenant, on va construire sur l'acceptation de nos différences. Comment ça se traduirait concrètement la prééminence des collectivités provinciales? Au-delà des mots, quelles compétences pourraient effectivement être assumées complètement par les provinces? Parce qu'elles existent depuis 30 ans, mais on a pris l'habitude aujourd'hui que la Calédonie, c'est-à-dire le gouvernement, gère un certain nombre de secteurs. Est-ce que ça peut aller dans les secteurs de la fiscalité, notamment dans le foncier? Est-ce qu'on a déjà identifié les secteurs que les provinces pourraient reprendre complètement à leur compte, quitte à mener des politiques provinciales différentes en fonction du nord, du sud et des îles, quoi? Alors ça fera évidemment partie des discussions, et ça fait déjà partie des discussions entre nous. On ne place pas tous le curseur au même endroit. Moi, je considère que les provinces doivent assumer énormément de compétences et peuvent assumer énormément de compétences parce que les provinces, elles ont cette proximité avec les gens. Aujourd'hui, j'ai cité un exemple à Bourail, le curage des cours d'eau relève de la Nouvelle-Calédonie. Mais qu'est-ce que la Nouvelle-Calédonie? Qu'est-ce que les représentants des îles qui sont au gouvernement vont décider du curage de la Nessadiou? Enfin, il y a un moment où il faut être pragmatique. Et puis, donc là, c'est un exemple, mais sur le fond, la fiscalité, par exemple. La fiscalité, c'est une compétence absolument essentielle. Encore une fois, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, quand ils ont signé les accords de Matignon, ils ont mis la question du développement économique au cœur des compétences provinciales. Mais comment voulez-vous faire du développement économique si on n'a pas la compétence fiscale? Et je crois que c'est aussi l'intérêt des gens qui vivent dans le Nord et dans les îles. Parce qu'aujourd'hui, le président de la province Nord, quel intérêt a-t-il à mettre en place des politiques publiques pour attirer des chefs d'entreprise à s'installer dans le Nord? Aucun. Quoi qu'il fasse une bonne politique économique, pas une bonne politique économique, il touche 32% de la clé de répartition. Qu'il touche que les gens payent de la fiscalité dans le Nord ou pas, il touche 32% de la clé de répartition. Ben ça ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, il y a 92% des recettes fiscales qui sont créées dans le Sud, et le Sud crée des politiques publiques pour attirer des gens. Ben je pense que c'est l'intérêt des populations du Nord et des îles de mettre en place des outils, des leviers qui fassent que la province Nord trouve un intérêt à fixer ses populations dans le Nord et dans les îles. Mais à l'inverse, on va vous dire que vous voulez accroître les compétences provinciales, mais vous vous débarrassez de celles que vous avez déjà. Par exemple, l'aide médicale gratuite, on en a beaucoup parlé. Vous avez dit que la province Sud ne pouvait plus assumer et transférer au gouvernement. Non, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est terrible sur l'aide médicale, c'est qu'en fait, on décide de rien, mais on paye. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui a la compétence. Ça a été dit par le Conseil d'État. C'est le Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui décide de ce qu'on fait de l'aide médicale. Et puis la province, elle fait le chèque. Ça, c'est pas possible, hein, ça peut pas marcher comme ça. Donc nous, on a dit quoi? Avec Jacques Lallier, d'ailleurs, hein, on a signé une délibération ensemble pour dire ça a un intérêt de faire un système interprovincial, de dire bah, on n'a pas d'intérêt à ce que les feuilles de maladie, bah, on ait un service au RUAM, un service aux îles, un service à l'aide médicale sud, un service à l'aide médicale nord, qui tout simplement bah, disent on rembourse 3 300 francs là-dessus, 4 200 francs là-dessus. Aucun intérêt. Ce qu'on a intérêt à faire, et là ça a un intérêt, c'est de dire bah oui, effectivement, si la province décide de quelque chose, là ça a un intérêt à ce que ce soit provincial. Aujourd'hui, le Congrès décide de tout, et puis nous, on a les services qui coûtent extrêmement cher et les 6 milliards de remboursement de l'aide médicale. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est exactement l'inverse de ce qu'on veut faire dans le projet. Dans le projet, on dit, bah non, laissons les provinces s'adapter aux populations qu'elles ont, s'adapter aux besoins particuliers de leur population, quitte à ce que, pour des raisons d'économie d'échelle, on fasse des choses à l'échelle interprovinciale, qu'on se mette d'accord avec la province des îles, qu'on signe une convention avec la province des îles pour dire il n'y a pas de raison que pour faire simplement de la liquidation de feuilles de maladie, on ait deux services. Bah c'est super, ça va dans le bon sens, ça va dans le sens d'abord des économies financières et ça va dans le sens de la simplification pour l'usager. Dans sa proposition, Pierre Frogier va jusqu'à parler d'un régime électoral différent en fonction des provinces. C'est une notion que vous retiendriez, vous aussi? Ça fait débat au sein des loyalistes, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Ce qui est certain, c'est que le corps électoral tombe à la fin de l'accord Nouméa, donc à l'issue du 3e référendum, il n'y a plus de corps électoral gelé, le corps électoral est réouvert. Donc derrière, il va falloir qu'il y ait une discussion sur la manière dont on réouvre le corps électoral. Dans le projet des loyalistes, on parle de réouvrir aux personnes qui sont présentes depuis 5 ans, glissant évidemment en Nouvelle-Calédonie, aux personnes qui sont nées en Nouvelle-Calédonie, aux personnes qui sont mariées avec des Calédoniens. Enfin, on ouvre à un certain nombre de personnes, mais encore une fois, 95% des personnes qui sont exclues du corps électoral sont en province sud. Donc si les gens de la province nord et de la province des îles ne veulent pas ouvrir le corps électoral, bah, ça ne va pas changer fondamentalement. Donc pourquoi pas effectivement avoir un corps électoral provincial. Sur cette question du corps électoral, je reviens un peu en arrière. Dans le document sur les conséquences du oui et du non,
c'est quelque chose que l'État reconnaît, prend en compte. À la fin de l'accord de Nouméa, le corps électoral gelé disparaît par définition. Oui. C'est un élément qui est indiscutable. Oui. Pour revenir à la prééminence des collectivités provinciales, vous le savez que l'un des grands reproches, même le seul pratiquement qui est entendu depuis le début, c'est partition, apartheid géographique, etc. Est-ce qu'il y a besoin de rassurer une partie des Calédoniens, notamment du Nord et des îles, qui se disent le Sud veut nous abandonner et puis s'occuper de nous? Non, exactement au contraire. C'est-à-dire qu'en fait, la prééminence des provinces, c'est en fait l'antidote à la partition. C'est-à-dire qu'à vouloir fondre tout le monde dans un seul mode de vie, dans une seule collectivité, ben en fait, on se rend compte qu'on accentue la volonté de différence. Si on accepte nos différences, eh bien finalement, je suis convaincue que c'est comme ça qu'on arrivera à mieux vivre ensemble. Et je l'ai dit tout à l'heure sur la fiscalité, mais aujourd'hui, il faut rappeler, quand on a signé l'accord de Nouméa il y a 20 ans, il y a 23 ans, il y avait 67% de la population qui habitait dans le Sud. Aujourd'hui, il y en a 76%. Ça veut dire que les politiques qui ont été menées justement avec cette échelle territoriale qui prend une place phénoménale, ont fait que finalement, le Nord et les îles n'arrivent pas à fixer leur population. Si demain, on offre aux provinces des leviers pour fixer leur population, pour faire que ces populations-là restent dans le Nord et dans les îles, eh bien là, on va réussir à avoir un développement homogène. Pour l'instant, finalement, la clé de répartition, elle n'a pas du tout servi à l'objectif qui était fixé il y a 20 ans. Donc, la prééminence des provinces, d'abord, c'est certainement pas la partition, très clairement. C'est simplement plus de compétences. Et c'est presque... en 88, personne n'a parlé de partition. Et pourtant, on était avec des pouvoirs extrêmement importants aux provinces. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous avez un projet, les indépendantistes sont leur, ça va être projet contre projet à Paris. Il y a des espaces de discussion pour échanger justement sur cet avenir institutionnel au-delà peut-être du document de l'État? Oui, il y a des espaces de discussion. En tout cas, des rendez-vous sont pris pour ça. Je ne sais pas jusqu'où les indépendantistes auront le courage d'aller, parce qu'il s'agit de courage. Encore une fois, il faut dire les choses. On s'est exprimé 2 fois, il y a eu 2 référendums. Un 3e référendum ne va pas changer fondamentalement la donne, parce que de toute façon, la Calédonie est coupée en 2, entre ceux qui veulent l'indépendance ou pas. Donc ça veut dire que de toute façon, on doit trouver une solution. On doit trouver une solution ensemble. Les indépendantistes n'ont pas le courage de le faire avant le 3e référendum. Je pense que c'est dommage. Je pense que l'intérêt des populations, c'est qu'on en sorte et qu'on arrête de s'affronter. Donc on verra si ceux qui sont à Paris ont le courage d'aller un peu plus loin sur la construction de l'avenir. Alors à la veille de ces rendez-vous à Paris, il y a eu tout de même un petit coup de théâtre, une surprise en tout cas, c'est le changement de haut-commissaire. On a donc appris que Laurent Prévost était nommé préfet de l'Isère et que c'est un nouveau haut-commissaire, le préfet du Morbihan actuellement, Patrice Faure, qui a été nommé. Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont ça s'est passé et est-ce que vous connaissez le nouveau haut-commissaire? Ça ne doit pas être facile d'être haut-commissaire parce que je crois que d'une manière générale, on apprend quelques jours avant qu'on s'en va. Là, je crois que ça s'est passé comme ça. Moi, j'ai pas de commentaires à faire sur le nouveau commissaire que je ne connais pas. Vous ferez sa connaissance à Paris. On fera sa connaissance à Paris. Les choses se sont très bien passées pendant les 2 ans où on a pu travailler avec le haut commissaire actuel. Il y a des choses sur lesquelles on était évidemment pas en phase ou sur lesquelles on a eu des tensions sur les questions de sécurité à certains moments. Mais globalement, on a quand même fait avancer les choses ensemble. Donc j'espère que le nouveau commissaire a des consignes claires parce que les Calédoniens le savent, les hauts-commissaires, ils agissent en fonction des consignes qui leur sont données. On a une période très très particulière pour la Nouvelle-Calédonie où on a besoin d'avoir un haut-commissaire qui fait de la politique, qui sait traiter le dossier, qui saura traiter le dossier calédonien et qui n'a pas peur. Parce que malheureusement, souvent, il y a le regard des métropolitains qui arrivent ou qui d'ailleurs sont à Paris. C'est oulala, la Calédonie, c'est de la nitroglycérine. Si on s'approche trop près, ça va exploser. Et donc du coup, surtout, il faut rien faire. On a l'impression d'avoir une congélation. Surtout, il faut rien faire parce que si on touche, ça va péter. Justement, quand on touche pas, ça pète en Calédonie. C'est-à-dire que je pense que justement, c'est quand l'État prend la main, quand l'État est actif, quand l'État se positionne, que les choses n'explosent pas. Si l'État décide, si les consignes qui sont données au nouveau commissaire
c'est de surtout rien faire et d'attendre la présidentielle avec pas de vague, en essayant de maintenir les petites choses qui s'énerveraient, ça va exploser en Calédonie, c'est certain. C'est le message que vous allez transmettre, on imagine, aux autorités parisiennes que vous allez rencontrer. Tout à fait. Vous allez également demander à l'État, au-delà de la gestion de l'avenir institutionnel, des assurances plus fortes en matière de sécurité. On sait que le troisième référendum, quel que soit le moment où il se déroule, risque d'être aussi un peu tendu. On a vu le deuxième. Vous allez demander des garanties sur ce plan? J'en ai déjà demandé, puisque j'avais demandé des renforts qui ont été apportés en termes d'effectifs de gendarmerie. Là, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur pour lui demander des renforts en termes d'effectifs police nationale, puisqu'il y a un certain nombre de postes qui ont été libérés, de gens qui sont partis et qui n'ont pas encore été remplacés. Donc, d'une part, il faut absolument remplacer ces postes vacants, et vite. Et d'autre part, il faut que les choses soient prêtes parce que, je le répète, l'État a été en dessous de tout pendant le deuxième référendum. Quand on a vu ce qui s'est passé devant les bureaux de vote, quand on a vu la réaction, enfin la non-réaction tout simplement, de l'État, c'est inadmissible. On n'imagine pas, dans n'importe quel territoire de la République, en métropole, dans n'importe quelle région, qu'on puisse avoir devant les bureaux de vote des gens qui affichent les drapeaux de la cause qu'ils défendent. Enfin, imaginons qu'on ait une liste salafiste dans une région de France et des drapeaux salafistes devant le bureau de vote. Mais enfin, ce serait l'explosion en métropole. Bon, ici, l'État accepte des choses en Calédonie qui sont inacceptables. Et donc, j'espère que l'organisation est mise en place pour que les choses ne se reproduisent pas. Ces réunions, ça commence mardi à Paris, mardi ou mercredi, en fonction du programme. Vous partez bientôt? Demain. Vous partez demain. Eh bien, merci d'avoir accepté de participer à ce magazine Transparence.